Palmarès de Dijon, on a battu le PSG. Welcome to La Dijon Show TV. Les notes en ce moment de Dijon Show, je trouve que c'est du foutage de gueule et des insultes. Non, mais il n'y a pas comprendre. Pour gagner des matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un guerrier. Les gens m'appellent là au pays Baba Neymar. Et il fait le signe, c'est terminé Naïm City. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau live du Dijon Show, le Dijon Show TV, voilà la chaîne Twitch, votre chaîne Twitch préférée. Bienvenue, je suis Novak, alias... non, Julien, alias Novak, voilà, dans cet ordre c'est un petit peu mieux. Désolé, c'est un petit peu la fin d'année, c'est les fêtes, on va faire ça, on va jouer ça tranquillement, voilà, à la cool, se faire cette émission reprise. Nous aussi, on a besoin de faire des matchs amicaux pour reprendre le rythme un petit peu de ces émissions et du championnat, tout simplement. La coupure nous a fait du bien, on va en parler tous ensemble ce soir, des matchs, les prochains matchs à venir du DFCO, la saison interrompue par le mondial, le seul match amical qui a été disputé par les Dijonnais contre le FC Nantes. Et voilà, on va discuter tout simplement de ces quelques petites actualités. Il n'y a pas grand-chose quand même à se mettre sous la dent et je pense que ça a fait du bien à tout le monde aussi de couper un petit peu, d'arrêter de parler de Dijon pour répéter, rabâcher un peu toutes les semaines qu'on perd et qu'on n'a pas été bon. Avec moi, j'ai plusieurs experts parce que même si Enguerrand est on va dire dans les loges en train de gérer la technique, il ne sera pas disponible pour parler avec nous. J'ai quand même avec moi Maxime du Dijon Show. Salut mec, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va super bien, je suis très content de vous retrouver pour cette émission un petit peu improvisée, je vous avoue. Donc voilà, elle est un peu moins travaillée que les autres. Vous êtes habitués à une très grande qualité de contenu quand même sur le Dijon Show, en particulier sur notre chaîne Twitch. Donc voilà, j'espère que vous serez un peu indulgents avec nous ce soir. Salut Chouette FC, salut T-Benj, salut Laurine Roche 21, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Comment vous allez ? Est-ce que vous avez des questions à nous poser déjà ? Est-ce que vous avez suivi l'actualité du DFCO ? Est-ce que vous avez vu le match amical contre Nantes qui a été diffusé sur la chaîne YouTube du DFCO ? Voilà, c'était il y a quoi, 2 semaines de cela, je crois. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez très bien. J'espère qu'on va pouvoir passer une bonne soirée ensemble. Un peu moins d'une heure, une émission d'un peu moins d'une heure, donc ce sera assez court finalement. Juste pour récapituler ce qui se passe, se remettre dans le bain avant le match contre Laval qui se jouera le 26 décembre, le lendemain de Noël. J'accueille aussi Thomas qui est avec moi, un autre expert du Dijon Show qui s'y connaît en football. Salut Thomas. Salut, ça va. Je suis en train de me remettre de la défaite de l'équipe de France dimanche, mais ça va, on est là. Ah, tu l'as mal vécu cette défaite ou ça va ? Non, c'était plein d'émotions, c'était un match magnifique, mais c'est vrai que j'ai encore le face-à-face de Kolo Muani en travers de la gorge. Mais ça va être difficile de revenir à la Ligue 2, à notre club, au match un peu frileux d'Omar Daf et du DFCO. Ça va être compliqué, mais on est là, prêt à souffrir. On est là. Alors, je vais essayer de régler quelques petits problèmes de micro, mais merci de me l'avoir signalé. Est-ce que c'est bon là, Maxime ? Est-ce que je suis clair et intelligible ? Oui, c'est très bien. Bon, bah ça va alors. Ça va. Chouette FC qui dit vive la Ligue 2. Ouais, c'est vrai, elle nous avait manqué. Et la Ligue 2, elle nous a préparé, je trouve, à cette défaite de l'équipe de France, parce que personnellement, moi, j'ai ressenti presque aucune émotion négative. On est un peu habitué à tout ça. Bah, disons qu'aucune occasion en 80 minutes, c'est un peu le quotidien des Dijonnais. Ah ouais. Pour moi, c'était le copier-coller du match contre Bastia. Franchement, les gars, on était déjà prêts, on était affûtés, les gars, pour ce genre de choses. Paquito qui avait complètement oublié le DFCO. Désolé, les gars. Voilà, bah, de toute façon, on va parler de ça. On n'a que ça à dire. Voilà, cette fin du mois de décembre, c'est quand même la reprise du championnat. Est-ce que vous êtes quand même un petit peu excités, Max et Thomas, par cette reprise du championnat ? Allez, une deuxième compétition qui commence, une troisième, puisque j'ai oublié on s'est fait sortir dès le début de la Coupe de France, mais voilà, une nouvelle compétition, on va dire, qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Est-ce que tu penses que ça peut relancer tout le monde, Thomas ? Bah, moi, je suis pas du tout hypé, pour être tout à fait honnête. Ce mois de Coupe du Monde m'a complètement déconnecté du football français, de la Ligue 1, de la Ligue 2 et c'est vrai que là avant l'émission j'ai re-regardé le classement de la Ligue 1, le classement de la Ligue 2 et je me suis souvenu qu'on était mal classé en Ligue 2, j'avais oublié, franchement j'avais oublié. J'étais passé à autre chose et je pensais que
Une autre saison allait démarrer, mais non, il faut repartir à la 16e place et essayer de se maintenir, essayer de gravir un peu quelques places au classement. Mais franchement, pour le moment, zéro hype. Après, une fois qu'on sera le 26 décembre, qu'il y aura le Stade Lavallois qui viendra se présenter à Gaston Gérard, c'est sûr on sera dedans. Mais pour l'instant, vraiment, je suis complètement ailleurs là. Toi, t'es pas enthousiaste. Il y a Chouette FC dans le chat qui dit vivement le retour. Même si on est nul à chier, hâte de retourner nos chèvres au stade. J'imagine retrouver nos chèvres. Ouais. Bon, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un petit peu plus de folie quoi, dans ce qu'on propose. On va voir si les hommes d'Omar Daf ont appris la leçon et se sont remis en question, on va dire, avec cette grande trêve. C'était un peu le maître mot. À chaque défaite, c'était on se remet en question, les cadres, il faut faire mieux et tout ça. Et au final, c'était jamais mieux à chaque semaine. Peut-être que les vacances ont fait du bien. Paquito qui dit curieux de voir les changements et améliorations. En tout cas, on va peut-être en parler voilà, dans les minutes qui suivent. Je vais je vais vous conter le match amical DFCO Nantes si vous ne l'avez pas vu. Je rappelle qu'il était diffusé sur la chaîne YouTube du DFCO, un match qui s'est déroulé pendant le stage au Portugal, et donc voilà, dans lequel Dijon s'est imposé par 1-0 sur un simple but de Jordan Marié sur corner. Je vous en parlais juste après. Surtout que je me suis fait un peu, voilà, là, je me suis fait un cadeau de Noël en avance. Je me suis rematé le match là juste avant l'émission pour espérer vous en parler le mieux possible. Voilà. Je sais pas. Est-ce que vous aviez des questions dans le chat sur cette rencontre? Est-ce que vous l'avez vu déjà et est-ce que vous êtes, je sais pas, vous avez des questions sur les compositions d'équipe, sur les joueurs qui ont le plus impressionné, ceux qui ont marqué des points, ceux qui au contraire ont semblé un petit peu en méforme. Voilà, je sais pas. Déjà, est-ce que vous avez vu le match amical? Ouais. C'est peu probable. Il y avait très peu de monde sur le live et je pense que sur le replay, il n'y a pas grand monde qui s'est farci ça non plus. Chat de la moutarde qui dit Comboiré versus DAF, le cauchemar. Ouais, c'était un petit peu ça. Bon, il y a quelques points à retenir, mais franchement, c'est pas loin d'un cauchemar, effectivement. Paquito qui l'a pas vu. Et qui dit d'ailleurs, j'espère que le bilan va pas trop manger le 25. Ouais, j'espère que tout le monde va être un petit peu sur la retenue le 25. Et d'ailleurs, pour de vraie question, est-ce que le 25, les joueurs seront avec leur famille ou est-ce que le 25, ils seront en mise au vert tout simplement pour le match? Oh, t'es ouf ou quoi? Bien sûr qu'ils seront en famille. Non. Ah mais moi je suis pas sûr en vrai, je suis pas sûr, c'est la première fois qu'on a un Boxing Day comme ça. Et en Angleterre, je suis pas sûr que le 25, s'ils jouent le lendemain, je suis pas sûr qu'ils soient en famille. Hein. Je crois que... Alors, Chouette FC nous dit le 25 est entraînement, mais j'imagine que le soir, ils seront en famille quand même. Ouais, je pense qu'ils seront tous chez Samaritano autour d'une raclette. C'est comme ça. Ah oui. En tout ça cas, va manger du tango le 25. En tout cas, j'espère qu'effectivement, ils seront un peu sur la retenue et conscients que nous aussi, on veut se régaler. Nous aussi, on aimerait bien un joli cadeau de Noël et une victoire contre Laval. Mais avant ce match, on a eu un match de préparation, un match amical qu'on a pu observer entre le DFCO et Nantes, qui étaient tous les deux en stage de préparation au Portugal. Voilà, j'ai oublié le nom de la ville d'ailleurs. Ça commence bien. Mais en tout cas, c'était... Faro. Non, Faro, ouais, mais oui, c'était le centre d'entraînement, c'était un nom un peu à rallonge, comme les Portugais ils aiment faire. En tout cas, c'était un match qui a commencé assez fort avec deux très grosses occasions, une occasion nantaise qui a failli finir au fond avec un tir pas cadré qui a failli être repris au deuxième poteau, et Jordan Marié qui fait de même en reprenant au deuxième poteau un corner dévié par Congré de la tête, un corner tiré par Soumaré au premier poteau, et donc dévié par Congré, Daniel Congré de la tête, et Jordan Marié qui traîne et qui tacle dans le but un peu vide, un peu délaissé par Alban Lafont et la défense nantaise, et ça fait 1-0. C'était le seul but et unique but de la rencontre. Je vais vous ressortir tout de suite la composition. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Julien. Est-ce que tu veux que je donne les compos? Je les ai sous les yeux là. Ah bah c'est cool que tu aies la composition. Je l'ai noté, mais vas-y, tu peux nous dire la compo de la première mi-temps. Après, ça a pas mal changé. Ouais, c'est ça. Comme la plupart de matchs amicaux, il y a une compo en première mi-temps, une compo en deuxième période. C'est pas une équipe type, hein, forcément, mais on a vu que Omar Daf, il a pu faire tourner, notamment dans les buts. Il y a Saturnin Lagbe qui a débuté la première période, qui a joué aussi le match face à Grenoble, qui avait eu déjà une assez bonne note sur l'excellent site ledijonchaud.fr. Très bon site. Très très bon site. On lui avait mis un 6,9. Il était à égalité avec
Senou Koulibaly. Donc ouais, très bon match, contre Grenoble de Saturnin à Lac-B et donc ouais, je reviens où j'en étais. À Lac-B, Nguyam c'est à droite, Congré, Ndong, je lis la compo du DFCO sur Twitter, hein. Ouais, Ndong était vraiment en défense centrale. OK, Ndong en défense centrale, Alain Vic était arrière gauche, c'est ça? C'est ça, exactement. OK, étonnant. Lucado, Marié, Pi, donc un milieu à 3. Ça ressemble à un 4-3-3 alors, Soumaré, Le 4-4-3. Bihan et Nassi. Donc Voilà, avec Nassi le bilan qui était très très fréquemment, on va Ouais. dire, en position de faux neuf, quoi, à la Messi dans les années folles du Barça, pour venir un peu remonter le ballon, mais du coup, ça faisait qu'il n'y avait pas grand monde dans la surface le reste du temps. Ouais, tu voulais ajouter Est-ce un que point sur ça Nassi? est-ce que du coup non, j'allais dire, est-ce que du coup ça ressemble un peu aux matchs amicaux qu'on a vus cet été où, il y avait souvent peu de présence dans la surface? C'est un des points qu'on avait relevé d'ailleurs? Pour la première mi-temps, clairement. Ouais, c'était Mmh. clairement ça. Chouette FC qui dit une compo qui fait bien peur. Bah ouais, offensivement, c'était vraiment, vraiment inquiétant. Il n'y avait pas très peu de pénétration. J'ai envie de dire que Brian Soumaré m'a fait une très mauvaise impression, personnellement. Je sais que c'est que l'histoire d'un match, qu'il était sans doute pas affûté, pas prêt, voilà, physiquement pour jouer autant. D'ailleurs, il a joué beaucoup. Il a joué 60 ou 70 minutes, quelque chose comme ça. Mais vraiment, il y avait que des mauvais choix, mauvaises passes, vraiment des dribbles un peu téléphonés, une frappe qui est partie au-dessus de la barre assez largement alors qu'il était en bonne position. Et il y a quand même eu ce corner vainqueur au final, ce corner victorieux qui trouve la tête de Daniel Congré, mais à part ça, c'était assez pauvre de la part de Soumaré. On a eu une contre-attaque intéressante pour Dijon. Je vous cite vraiment les 2-3 occasions les plus intéressantes parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. Une contre-attaque assez intéressante pour Dijon, c'est le qui hérite d'un ballon dans les 30 mètres dijonnais et qui lance vite une balle un peu aérienne à mi-hauteur vers Lucado dans la profondeur. Alors je vous vois venir, Lucado dans la profondeur, et oui, effectivement, il n'a pas défenseur, il s'est fait rejoindre par les deux Nantais et il a dû protéger son ballon pour attendre que le Bihan revienne vers lui. Il lui fait la passe en retrait. Ensuite, c'est le Bihan qui fait une passe transversale vers. C'est à ce moment-là qu'il fait la passe transversale vers Soumaré qui frappe au-dessus de la barre. Donc voilà, c'était une des rares occasions dijonnaises en dehors du but. OK. Dans cette première mi-temps, c'est vraiment ennuyé. Alors que défensivement, c'était solide, même si ça passait beaucoup côté gauche. T'as aimé, du coup, Alain Vic qui est arrière gauche sur ce match? En fait, j'ai beaucoup aimé Alain Villa côté gauche. Enfin, beaucoup. Il y avait quelques erreurs techniques, il y avait quelques problèmes, mais il y avait aussi des centres qui venaient du jeu qui étaient pas trop mauvais, même si ça manquait beaucoup de présence dans la surface pour être repris. Défensivement, il n'a pas semblé à la rue, même s'il y a un moment où il a dû être aidé par Jordan Marié, parce que sinon il semblait débordé. Il y avait deux joueurs qui venaient pour m'amener le surnom. Mais sinon, il n'a jamais vraiment été mis trop en difficulté. Je pense que ça peut être une option, effectivement, quand il y a trop de blessés, quand Fofana ou Roca sont absents. Parce que malheureusement, Roca, il était blessé avant la prépa, avant la trêve, et il est encore blessé pendant la prépa. Je ne sais pas s'il revient. Je crois qu'il faisait du travail en salle. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les publications sur Twitter du DFCO. Roca qui faisait du travail en salle, mais ça va être quand même Fofana, je pense, pour le début du championnat. Parce que Roca n'a pas pu disputer ce match de préparation. On en reparlera après, il y a eu un seul match de préparation, donc de toute façon tout le monde va être vraiment à court de rythme, et ça c'est un truc qui m'inquiète pas mal. Voilà, Tchad la moutarde qui dit Alain Vie surprend dans le bon sens à gauche. Ouais, je pense que ça peut être une bonne solution de secours pour dépanner. Et de toute façon, va bien falloir lui trouver une utilité. Thomas, je sais pas ce que tu en penses. Moi, il m'a pas du tout convaincu au milieu de terrain, donc pourquoi pas latéral gauche. C'est pas la première fois en tout cas en championnat, on l'a vu 2-3 fois aligné à ce poste-là. Tout dépend de l'animation derrière d'Omar Daf, mais c'est vrai que si Alain Vie joue à gauche et que dans l'animation il est limité et qu'il n'a pas le droit de dépasser le milieu de terrain et qu'il doit uniquement se contenter de défendre, un peu comme Fofana depuis quelques matchs et depuis le début de la saison globalement, dans cette utilisation-là, je crois que Alain Vie sera complètement inutile. Après, dans une utilisation où les latéraux montent, où les latéraux apportent du surnombre, où les latéraux tentent des centres, là clairement il a la qualité technique et il a un très bon pied gauche. Même si au milieu de terrain il a du déchet, je pense que c'est quelque chose qu'on reverra. On le reverra certainement jouer à gauche. Après, globalement, c'est vrai qu'avec la blessure de Rochia, on est un peu démuni sur le côté gauche de la défense et Fofana, que ce soit Fofana ou Alain Vie, c'est pas forcément l'assurance tout risque.
En parlant d'un joueur qui a dépanné, donc il y avait Ndong dans cette charnière centrale. Faut savoir qu'il y a du coup que Congré et Koulibaly qui ont joué en défenseurs centraux ce match-là. Pas vu de Bencha, pas vu de Zargo Touré. Et j'en oublie sans doute un. Est-ce qu'il y a un joueur? Non, pas du tout. C'est les. Bon, j'ai dit les 4 défenseurs centraux. Il n'y en a pas un que j'oublie par hasard. Non, il y a que effectivement, il y a que Koulibaly et Congré qui ont joué et Ndong qui a suppléé dans cette charnière, dans cette charnière centrale et qui a été vraiment intéressant. Voilà, dans les duels, dans les interceptions. Ici, en fait, Ndong, il est assez intelligent, il sent le jeu. Intelligent dans le sens footballistique, hein, je veux dire. Il sent quand même le jeu et il arrive à aider les relances. Il participe bien mieux aux relances que des Congrès. Voilà, il arrive à passer une ligne avec une passe sans trop de difficultés. Et ça, c'était intéressant. J'ai bien aimé. Moi, j'aimerais parler d'Ndong aussi, si tu me le permets. J'ai peur que Ndong termine pas la saison au DFCO. Je sais pas forcément pourquoi je dis ça, j'ai pas d'infos particulières, mais voilà, il a fait une plutôt bonne première partie de saison, il a quand même une certaine valeur marchande encore, et le mercato d'hiver approche, alors est-ce que Ndong va faire la saison en entier au DFCO, ou est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une offre d'Arabie Saoudite pour aller jouer avec Cristiano Ronaldo ou autre? Moi je pose la question, je sais pas si Ndong va être satisfait d'être vu comme un défenseur central, par exemple, dans cette deuxième partie de saison. Je sais pas s'il va être satisfait de jouer le maintien. Je pense qu'il est là juste pour faire le nombre, hein, parce qu'on n'a vraiment pas assez de défenseurs centraux en forme. Comme je disais, Bencha et Zargo Touré, on ne les a pas vus, donc forcément, on n'allait pas faire jouer Congré et Koulibaly 90 minutes. Mais, ouais, c'est sûr. Il y a Moi, Lucas en deuxième mi-temps en défense centrale aussi. Ok. Bah, mais moi, j'ai cette petite peur de me dire que c'est pas sûr que Didier Ndong fasse toute la saison, en fait, parce que je sais pas combien de temps de contrat il lui reste, mais voilà, il a quand même une certaine valeur marchande aujourd'hui. Je pense qu'on peut largement en tirer 2 millions d'euros encore aujourd'hui. Et si. Oh, comment tu vas? Non, moi je pense que t'es complètement. Je pense que clairement. Non, je pense que c'est un joueur qui peut apporter encore à des équipes de bas de tableau de Ligue 1. Il tire pas vraiment son épingle du jeu dans une équipe qui ne fonctionne pas comme le DFCO depuis quelques mois. Mais c'est un joueur qui a un sacré CV et qui a quand même une bonne valeur marchande. Donc moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un départ au mercato d'hiver comme Alex Dobré, même s'il n'a pas forcément apporté dans ce début de saison. Ndong, il est en fin de contrat en juin 2023. C'est ça, bah voilà. Donc il peut signer libre. Oui, donc 2 millions, j'ai fumé la moquette, mais. mais voilà. Il faut pas oublier que c'est un joueur qui n'était pas intégré au départ dans l'effectif, qui faisait partie d'une espèce de loft dont on parlait là, juste avant l'arrivée d'Omar Daf. Et c'est Omar Daf qui l'a réintégré en même temps que Benzia. Ndong, il a joué le jeu. Et Benzia n'a pas joué le jeu, donc bon, voilà. Je dis pas de bêtises, Julien. Non, c'est exactement ça. Après, très clairement, je pense que depuis le début, c'est assez clair avec Ndong et même avec Benzia, c'est que s'il y a un club qui veut les prendre et payer leur salaire, parce que malheureusement, ils sont pas mal payés, et vu les dernières saisons qu'ils ont faites, il y a peu de chances qu'il y ait un club qui s'aligne sur leur salaire et qui veuille bien les prendre en charge, ou même avec un tarif un petit peu réduit, c'est peut-être un petit peu surcoté par rapport à leur véritable valeur, leur véritable niveau actuel, même si je pense que Benzia et Ndong, ce sont des bons joueurs. Ils sont pas du tout en forme et pas du tout, comment dire, au niveau d'être les meilleurs sellers de Dijon, parce que c'est clairement le cas actuellement. Et je pense que dès qu'il y a un club qui s'aligne, même pour 0 €, ils partent. Hein, juste pour nous économiser leur salaire, hein, Thomas. Je pense que c'est... Ouais, non, c'est clair. Je veux dire, pour gratuitement, si un club dit voilà, on prend Ndong, on vous épargne son salaire pendant 6 mois, mais on ne fait pas de compensation, je suis sûr que Delcourt y prend. Hein. Donc voilà. Bah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Et au final, est-ce que ce serait pas une bonne chose finalement dès le mercato d'hiver, de réussir à se débarrasser d'Ndong, de Benzia, de Konaté, même de Dobré s'il a pas du tout la tête à Dijon, comme ça. Clairement, on met de côté des salaires Ligue 1 et on a bien vu que on pouvait pas vraiment compter sur eux cette saison, et je pense qu'on a largement l'effectif malgré ces départs-là pour se maintenir et pour même aller remonter un peu au classement.
Donc ça pourrait être une bonne chose qu'ils partent dès cet hiver pour avoir un peu d'argent pour pouvoir derrière peut-être potentiellement aller chercher un ou deux joueurs libres ou aller chercher un ou deux jeunes en national par exemple. Ce serait une bonne chose déjà milieu- pour au milieu, on déjà est préparer la saison prochaine quoi. Ouais, mais au milieu, on est surpeuplé. Je veux dire, c'est pas moins grave. Oui, à Salé aussi, j'avais oublié. À Salé, évidemment. Je vais reprendre quelques messages du chat tant qu'on y est. Salut Ambroise, première fois dans le chat. Salut à toi. Salut Riyad, première fois également. Est-ce qu'on a des raisons d'espérer pour ce mercato? Je ne sais pas ce que tu entends par là. Est-ce qu'on a des raisons d'espérer de voir des recrues, j'imagine? Je pense qu'encore une fois, comme pour cet été, ça va passer par des départs. Et effectivement, pourquoi pas un départ de Ndong, un départ de Dobré qui joue pas, qui n'était pas convoqué. Je ne sais même pas s'il était en stage à Faro, mais en tout cas, il n'était pas dans le. Non, il y était pas. Il n'était pas dans le groupe pour jouer contre Clermont, donc le deuxième match amical. Très clairement, je pense que Dobré, dès qu'il aura une porte de sortie, même pour pas très cher, il partira. Voilà, malheureusement, c'est des choses auxquelles on doit s'attendre. C'est peut-être aussi ce qui va permettre à Dijon de recruter avec les quelques deniers qui va rester des salaires économisés. Voilà. Mais sinon, je pense qu'on a très peu de rumeurs mercato. Déjà, de base, à Dijon, il y a peu de rumeurs mercato par rapport à certains clubs. Je pense à des clubs comme un peu plus historiques, comme Sochaux, comme Auxerre, tout ça. Déjà, à Dijon, il y a peu de rumeurs en temps normal, mais alors là, c'est le calme plat, et je pense que tant qu'il n'y a pas un départ, ça va. Il y a peu de chances. Il y a eu quand même une rumeur. Après, c'était certainement un compte fake sur Twitter. Il y a eu la rumeur Amine Boutra qui serait, comme quoi on serait intéressé par Amine Boutra, comme de nombreux clubs de Ligue 2, et je pense que c'est certainement histoire de faire monter un peu les enchères. Mais c'est vrai que si on pouvait aller chercher un joueur qui marche bien en national et pour cette deuxième partie de saison, ce serait un must. Il joue quel poste? Parce que pour moi, il faut il joue derrière l'attaquant ou en neuf, il peut jouer ailier, il joue vraiment un peu sur tout le front de l'attaque. Et c'est un joueur assez technique qui a mis déjà 8 buts en national cette saison, 8 buts et je crois qu'il a fait 5 passes décisives aussi. C'est vraiment un joueur décisif qui a 22 ou 23 ans. Enfin, c'est vraiment une pépite de championnat national comme il y en a de nombreuses. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a de nombreuses. Mais... Si c'est le poste prioritaire, pour moi, il faut absolument qu'on se renforce au niveau des arrêts latéraux. mais ça c'est sûr. Un bon arrière droit parce que ça nous a fait défaut à plusieurs reprises. Bon, là, on ne sait pas quelle est la durée d'indisponibilité de Rokia. On va peut-être bricoler. Fofana, il est plus aussi bon qu'à son arrivée. Peut-être qu'il faudrait aussi un buteur, un vrai buteur, et espérer ou tenter un repositionnement de Le Bihan en 10, un peu comme le faisait Patrice Garande. Parce que là, Julien, tu disais sur la première mi-temps, Le Bihan qui redescendait vachement. Peut-être que finalement, son poste sur sa toute fin de carrière, ce sera numéro 10 ou derrière l'attaquant, derrière un vrai buteur. Bah, de toute façon, c'est un peu ce qu'il fait en ce moment. Hein. Je veux dire, il occupe 2 postes en même temps, le Bihan, ces derniers mois. C'est pour ça que ça jouait aussi sur son niveau. Il jouait tous les matchs à 90 minutes. On l'a pas vu très efficace, marquer beaucoup de buts, alors que pourtant il a fait une bonne prépa et qu'il avait très bien commencé la saison. Je pense que c'est juste qu'il est cramé parce qu'il est au four et au moulin. Et aussi parce que il est aussi en méforme, en manque de confiance depuis quelques mois maintenant. Mais ouais, je pense qu'effectivement on va voir un peu Le Bihan à un poste plus reculé. Oui, vas-y, dis-moi. Ouais, non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, je pense pas forcément qu'il soit en méforme parce que je trouve que dans la manière, dans son caractère, dans la manière dont il a joué les derniers matchs avant la Coupe du Monde, certes il marque pas, certes il se crée pas forcément beaucoup d'occasions, mais dans l'attitude il est présent. C'est juste qu'aujourd'hui, clairement dans le dispositif d'Omar Daf, Le Bihan a un rôle beaucoup plus défensif qu'offensif et c'est complètement illogique. Comme tu dis, le fait qu'il vienne chercher les ballons très bas en match amical, ça me fait déjà peur pour la deuxième partie de saison, tu vois. Parce que Le Bihan, c'est un joueur c'est quand même Mbappé en équipe de France, il faut pas qu'il ait de tâches défensives à faire. Clairement, c'est un joueur qui est dans la zone de vérité, il va faire des différences, mais faut le laisser là, quoi. Faut le laisser là, faut pas lui demander de faire le travail d'un numéro 10, le travail d'un numéro 8, parce que
parce que derrière, il a pas la lucidité, il a pas forcément les jambes non plus pour assurer dans la surface adverse. Et c'est là qu'on a besoin de lui, parce que clairement, c'est un joueur dans la surface qui est très bon. Ça reste un très bon attaquant de Ligue 2, et c'est juste qu'il est un peu seul au monde dans cette équipe. Et moi, j'ai clairement rien à lui reprocher sur cette première partie de saison. Bien au contraire, et j'espère qu'il sera un peu mieux entouré quand même dans cette deuxième partie de saison. J'espère aussi. En tout cas, on a vu Le Bihan sortir à la mi-temps de ce match contre Nantes. Effectivement, 45 minutes dans les jambes pour Michael Le Bihan. Il a laissé sa place à pas mal de joueurs. Ça a beaucoup changé en deuxième mi-temps, comme souvent dans ces matchs-là. Donc c'est Rennais qui est rentré dans les cages. On a vu Traoré, Koulibaly, Do et Fofana en défense. Donc Do qui restait par rapport à la première mi-temps, mais qui descendait en défense centrale. Thioune et Marié qui composent le double pivot avec une ligne Soumaré, Assalé, Sandé Silva derrière l'attaquant, Chaouna parfois. Voilà, des fois ça alternait, des fois c'était Sandé Silva devant, des fois c'était Assalé. Enfin voilà, c'était le quatuor Soumaré, Assalé, Sandé, Chaouna qui a fini cette rencontre amicale contre Nantes, en tout cas qui a continué cette rencontre amicale. Et je dois dire que on a souffert beaucoup pendant les 20 minutes qui ont suivi après le retour des vestiaires. Il y a beaucoup du jeu qui a été fait dans le camp du DFCO. Les Nantais qui n'arrivent pas à percer la défense. Franchement, on peut dire que la rigueur défensive était bien présente. Koulibaly qui fait une bonne interception au bon moment. Thioune qui fait son travail aussi. D'ailleurs, j'ai senti un Thioune frustré, vraiment, qui voulait aller chercher des ballons. Et à chaque fois qu'il y avait une faute qui était sifflée pour pas grand-chose contre lui, surtout en match amical, je le voyais qui paissait sur le terrain. Ça se voyait qu'il voulait retrouver les sensations. Il était compétitif, en tout cas. C'était le genre d'état d'esprit qu'on voulait voir. Et après ces 20 minutes un petit peu difficiles, on a vu un sacré beau festival en fait de Soumaré, mais surtout d'Assalé et Sandé Silva qui ont fait du bon travail. Chaouna qui rate une occasion énorme avec une reprise de volée. J'ai oublié le nom du mec qui a fait ça en finale d'Europa League pour Marseille, mais ça finit en touche alors qu'il est au point de penalty. Ouais, c'était assez drôle, assez marrant à voir. En tout cas, j'ai bien aimé l'apport de Sandé Silva qui élimine avant de frapper systématiquement, qui se met toujours dans les meilleures conditions possibles avant de frapper, contrairement à d'autres comme Chaouna un peu plus limité qui gâche un peu plus d'occasions. Mais en tout cas, il y a eu des bonnes occasions pour Dijon pendant un laps de 10 minutes. Et le DFCO qui n'a pas vraiment été inquiété finalement. Pas vraiment été inquiété par une équipe nantaise qui avait l'air vachement pauvre quand même, on va pas se mentir. Ils ont beau avoir gagné la Coupe de France l'an dernier, c'est pas du tout la même équipe, ça n'a pas le même visage. Voilà, pas de quoi se rassurer non plus de voir qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions contre eux, même si c'est toujours un point positif et ça fait toujours une victoire dans un match. C'était plus arrivé depuis le mois d'août. Voilà, donc, je sais pas si vous avez des questions à propos d'un joueur en particulier. D'ailleurs, on a vu l'entrée de Yanis Chaïd. Eto'o n'a pas joué contre Nantes, Paquito 21. Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué contre Nantes. Et d'ailleurs, il y a deux jeunes qui sont rentrés, et pas Bencha, mais il y a eu Yanis Chaïd qui est rentré et El Kamali pour les 2 dernières minutes. Et j'ai envie de dire, les meilleures occasions dijonnaises étaient quand ces deux-là étaient sur le terrain. Il faut savoir qu'El Kamali, il a remplacé Chaïd, qui a eu que 20 minutes de temps de jeu. C'est un peu étonnant. Et ça a été les 2 meilleurs Dijonnais en deuxième mi-temps. En tout cas, dès qu'ils étaient sur la pelouse, on a vu du dynamisme, on a vu des choses audacieuses. C'est quoi son profil à El Kamali du coup? El Kamali, c'est un 9,5. Ok. Voilà, c'est un attaquant. Il aime bien jouer en une touche. Après, je pense qu'il est clairement pas mûr pour ce niveau-là. Physiquement, il est vraiment très, très, très léger, quoi. Mais comme Chaïd, mais je pense que Chaïd il compense par une bonne vision du jeu, une bonne technique. Que El Kamali, il peut apporter quand même quelques éclairs. À un moment, il joue un 1-2 avec. Attends, je vais retrouver mes notes. Un 1-2 avec. Pardon, excusez-moi. À un moment, il joue un 1-2 avec. Tac, je regarde. Là, voilà, mais et ça a failli finir au fond aussi, mais bon, la frappe était trop molle. Voilà, et puis Yanis Chaïd qui m'a beaucoup plu, moi, sur ce match amical. Comme quoi, c'est pas juste. On n'est pas juste en train de hyper des joueurs jeunes, mais vraiment, à son entrée, on a vu des situations qui se débloquent, des 1-2, des joueurs qui se retrouvent libres comme par hasard et qui sont trouvés dans l'espace. Voilà, c'est le genre de mecs qui désorganisent une équipe nantaise qui avant ça n'avait pas été inquiétée du tout, hein, malgré le but dijonnais. Donc voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y a des joueurs comme ça
dans le groupe dijonnais, dans l'effectif professionnel dijonnais, même s'il a eu peu de temps de jeu et je me doute qu'il va pas jouer beaucoup non plus en deuxième partie de saison en Ligue 2. Shahid, j'ai tellement envie de le voir en Ligue 2. Bah ouais, nous aussi, Paquito, on aimerait bien le voir un peu plus. Je sais même pas s'il a joué un match en Ligue 2, les gars. Non, il est toujours pas rentré, hein. En Coupe de France. Il est toujours pas rentré. On va le retrouver à Las Palmas avec l'Oyodis d'ici quelques mois. C'est ça, le Yotis d'ailleurs qui fait une bonne saison avec Las Palmas. On le salue si jamais il nous écoute. Voilà, Maxime, est-ce que tu as une question en particulier à poser sur ce match amical, sur le rôle d'un joueur, sur l'état de forme de certains? Ouais, je voudrais bien savoir, Chaouna, qu'est-ce que t'en as pensé? À quel poste il a joué, et cetera? Chaouna, il a alterné numéro 9 avant-centre, où il était vachement isolé, il n'a pas eu beaucoup d'options. Il a été plus souvent trouvé quand il était sur l'aile droite, voilà, quand c'était Chandé Silva ou Assalé plutôt en pointe. Il a été plus souvent trouvé. Je trouve qu'il a quand même une aisance technique qui est intéressante, mais comme ce qu'on a remarqué sur tous les matchs qu'il a fait à Dijon quasiment, un peu trop personnel, quoi. Un peu trop, voilà, il n'arrive pas à lever la tête au bon moment alors qu'il y avait des options un peu meilleures. Il y a quelques frappes qui sont intéressantes. Il y en a une notamment pardon, qui a failli rentrer, mais c'est un peu trop en angle fermé pour tromper le gardien. Voilà. En tout cas, il a déstabilisé à certains moments la défense. En contre-attaque très intéressant, j'aime beaucoup. Mais après, c'est comme pour tout, hein. Si en contre, t'arrives à mener sur nombre ou alors à jouer un 2 contre 2, deux attaquants contre deux défenseurs et que t'arrives pas à faire la passe au bon moment parce que t'es trop obnubilé par le ballon et par le but, ben, le problème c'est que tu te limites. Et si tu te limites comme ça des options, et ben, les défenseurs ils savent mieux défendre sur toi et surtout t'as moins de chances de marquer. Et c'est un peu ce que j'ai remarqué là sur ce match-ci. C'était un peu trop individuel. Contrairement à Chandé Silva, qui, même si des fois il s'est un peu lancé dans des actions voilà, sans s'appuyer sur le collectif, et ben, il arrivait à être plus lucide. Quoi. Il le faisait quand il en avait les moyens et pas en s'enfermant. Quoi. Donc c'était un peu plus intéressant. Chandé Silva, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner aussi sur le reste de la saison parce qu'on en a vu trop peu. On a vu trop peu de lui. Il C'est est vrai. arrivé un peu tard. Voilà, il pouvait jouer que des bouts de match au début. Ensuite, il a explosé. Ensuite, il a été blessé. Ensuite, suspendu. Voilà, j'attends beaucoup de Chandé Silva. Il a intérêt à. Je pense que c'est très, très, très clairement le leader technique de cette équipe. Probablement notre meilleur joueur aussi. Voilà, je prends pas les pincettes parce que vraiment, je pense que c'est un joueur qui est bourré de talent et qui a le niveau pour jouer ailleurs qu'à Dijon. Euh, Malheureusement, voilà, il peut pas, comment dire, il peut pas tout faire tout seul. Euh, Camara, non, on n'a pas joué Tchad la moutarde. J'ai pas vu rentrer Camara. Peut-être qu'il est rentré en toute fin de match et que je l'ai pas remarqué, mais en tout cas, j'ai pas noté l'entrée de Camara. Peut-être qu'il était blessé ou à court de forme. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Assalé, intéressant aussi. Il y a des petits trucs intéressants, mais c'est comme d'habitude avec Assalé, c'est qu'il est un peu fantomatique le reste du temps, quoi. En dehors d'une ou deux actions intéressantes dans un match, c'est presque comme si on jouait à 10. Sauf contre Niort, je l'ai trouvé assez intéressant euh, pour rattraper le Sagna, l'attaquant adverse là, qui allait à 100 à l'heure. Bon, on a quand même perdu, mais il avait fait quand même un match intéressant. Il avait marqué d'ailleurs. Euh, voilà, c'est pareil, ça, à Salé, je pense que dès qu'il y a un club qui s'aligne sur son salaire, Delcourt voudra bien le laisser partir sans problème. À Salé, plus à l'infirmerie que sur le terrain, de toute façon, nous dit Paquito. Ouais, malheureusement, il n'arrive pas à enchaîner malgré sa bonne volonté et son envie de bien faire. J'ai l'impression qu'il a envie de jouer à Dijon pour l'instant. Il est pas opposé à Moi, ça. j'ai cette impression aussi, hein, et je pense qu'il a plus à gagner à rester au DFCO dans cette deuxième partie de saison et à planter 5-6 buts que de partir encore, d'être prêté et de pas réussir à s'acclimater dans un nouveau pays, etc., etc. Je pense que, voilà, là, tous les noms que tu as cités, Chandé Silva, Chaouna, Assalé, on a clairement de quoi faire devant euh, pour, euh, pour remonter au classement rapidement, pour enchaîner 2-3 victoires consécutives. Voilà, on a de quoi faire. C'est grave de se dire qu'on est 16e avec cet effectif-là. Le problème, c'est Ouais. qu'ils sont jamais en forme en même temps, en fait. Mm. Et c'est aussi pour ça que nos buteurs, notamment Le Bihan, bah, il est jamais bien entouré parce que, tu vois, Le Bihan, il pourrait ne pas être en forme, mais planter quand même. Juste, il est entouré par Soumaré qui est en dépression depuis je sais pas combien de temps. Chandé Silva, il est souvent inconstant, blessé. Bon, ça reste quand même le moins mauvais et même le meilleur si on restait positif.
Nassi qui peine à se montrer vraiment au niveau aussi. D'ailleurs, Nassi a joué ou pas, Julien? Et Camara, Nassi a joué la première mi-temps et Ouais. il a été bon, voilà. Et- J'en dirai pas plus. et Camara qui est mollo quoi. Camara, il a pas joué. Camara, il a pas joué, mais effectivement, c'est une autre option et toujours pas de but pour Camara d'ailleurs cette saison, je crois. Hein. Il a pas marqué, il a pas. Oh, il a fait 3 poteaux, non? Ouais, c'est ça. Ouais, par contre, à chaque fois, il est malchanceux, il y a beaucoup de poteaux, des pénaltys qui ont pas été donnés, alors que, très franchement, par exemple, à Mais je Bordeaux, pense que je pense que Camara, il est dans sa saison d'adaptation et que l'année prochaine, ce sera un joueur sur qui on pourra compter en Ligue 2. Je pense qu'il a une bonne mentalité et que c'est clairement un joueur qui a des capacités physiques intéressantes devant le but. Après, oui, c'est ça. Et puis, mais après, le problème, c'est que on peut pas se reposer uniquement sur lui parce que techniquement, clairement, il est en dessous pour moi du championnat de Ligue 2. Techniquement, il est pas au niveau. Et quand t'alignes Camara plus Chaouna en même temps, plus Assalé, enfin, c'est des profils qui sont pas du tout complémentaires en fait. Donc c'est là que ça se complique. Même si on a des bons joueurs individuellement parlant, c'est les associés qui est le plus dur. Et justement, pour les associés, peut-être que il aurait fallu travailler un petit peu, surtout pendant cette période. On a la chance d'avoir une deuxième préparation comme ça qui coupe une vraie coupure dans la saison alors qu'on était dans une forme un peu cataclysmique. Alors d'un côté, ça peut rester dans les têtes et faire douter les joueurs, mais en même temps, ça peut servir justement pour se relancer, pour travailler des choses un peu en secret à l'abri des regards, parce que ce qui a coûté à Dijon, c'est à partir du moment où on était dans les favoris pour la montée, au bout de 5 matchs, c'est là qu'on s'est effondré. Peut-être que la préparation aurait dû être mieux négociée. Et d'ailleurs, j'aimerais passer un coup de gueule parce que voilà, même si comment dire, on a pu rêver un petit peu, c'est pré-arrivé pour cette équipe de France, voilà, qui avait un peu d'ambition et qu'on a pu voir des victoires enfin. Cette trêve internationale, ça fait longtemps, hein, depuis le mois d'août, je rappelle, on n'a pas vu de victoire. Voilà, maintenant après le Qatar, il faut laisser la place au football avec un grand F, le vrai. Celui du DFCO, les accélérations dévastatrices de Michael Le Bihan, les mains dans la surface de Daniel Congré, elles vous ont manqué celle-là peut-être. Les touchés de balles soyeux de Jordan Marié qui vraiment a rien envié à Xavi Prime. Mais en tout cas, je cherchais juste autre chose à dire pour enrichir cette. Mais au-delà, en fait, pour revenir sur ce que tu dis là, par rapport à l'équipe de France, en fait, nous en tant que supporters, ce qu'on recherche, c'est pas tant des victoires, c'est des émotions. Et avec le DFCO, moi je me suis demandé après le deuxième but de Mbappé, après l'égalisation à 2 partout lors de la finale, j'ai vraiment exulté. J'avais l'impression de vivre un moment d'exception et je me suis demandé, c'est quand la dernière fois que j'ai vécu un moment comme ça? J'ai vraiment réfléchi, je me suis dit, c'est quand la dernière fois que le football m'a procuré une émotion pareille? Et je me suis dit, la dernière fois, c'est Dijon-Lens en barrage. C'est en 2019. Putain, les mecs, c'est en 2019. C'était il y a 3 ans. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et en termes d'émotion pure, avant ça, je pourrais dire qu'il y a eu le but de Jeannot contre le PSG. Mais sinon, ça commence à remonter, quoi. Ça commence à remonter. Il y a le PSG, il y a celle contre le LOSC avec en infériorité numérique, tu vois, il y a des trucs. Ouais, mais en termes d'émotion, tu vois, où là, tu vois ce que je veux dire, tu te lèves de ton canapé, tu te lèves au stade et t'es hystérique, en fait. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à Dijon, c'est, tu vois, en fait, finir 10e, 8e de Ligue 2, au final, ça n'a pas forcément d'importance. Monter en Ligue 1 ou pas, ça n'a pas forcément d'importance. Ce qu'on veut, c'est vivre des émotions. Des trucs forts, c'est voir un mec qui marque un but de 30 mètres où tu t'y attends pas, tu vois. Des trucs qu'on voyait il y a 7, 8, 9, 10 ans en Ligue 2 du temps de Dalloglio, où tu vois, on n'était pas forcément les meilleurs, mais à tout moment, t'avais William Rémy qui lâchait sa meilleure frappe de 35 mètres, tu vois. Et c'est ça qui manque, quoi. C'est des émotions. Et là, sur ce début de saison, même quand on a été dans le top 3, les émotions, voilà, le truc où ça te prend aux tripes. Bah si, je sais pas. Il y a eu quelques matchs où on se prenait à rêver, quoi. Tu vois. Bah par procuration un peu, contre Saint-Etienne et Nîmes, à domicile, voilà, il y a une bonne petite ambiance. Voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais c'est pas encore les émotions où clairement ça te prend aux tripes, quoi. En tout cas, je suis persuadé que comment dire, ça peut se mettre en place en plusieurs saisons. Tu vois, faut pas non plus
jeter la pierre immédiatement à l'entraîneur qui fait avec les moyens qu'il a. Ah Avec non, les... non, non, mais je Franchement, jette la pierre l'entraîneur- à personne. C'est Non, mais je sais, mais je veux dire, même l'entraîneur, il a fait venir, je crois, aucun milieu de terrain, aucun défenseur. Ouais, c'est ça. Il a juste eu l'opportunité de faire venir quelques attaquants cet été, ce qui est déjà pas mal parce qu'on en manquait beaucoup. Euh, mais je suis prêt à donner du temps à Omar Daf et à son staff, il n'y a aucun problème. Seulement, s'ils nous mettent en danger de relégation, si on est dans une année de transition, au moins qu'on ne se mette pas en danger de descendre nationale, parce que là, le problème, c'est qu'on est parti pour faire tout droit comme Nancy, et Nancy, là, cette année, là, ils flirtent avec la relégation en N2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ouais, non, ouais, non, je pense. il Mais faut, ouais, après, faut vraiment faire attention. je pense honnêtement, je sais pas si j'ai un côté éternel optimiste, mais je pense que on va pas maintenir en Ligue 2. On a eu notre mauvaise période là. On a eu notre très mauvaise période. On a enchaîné 2 mois et demi sans victoire. C'est ce qui arrive pour tous les clubs dans une saison. Chaque club a sa mauvaise période. Je pense que nous, on l'a eu. Voilà, c'est bon. On l'a eu. On a eu notre moment difficile. Là, il suffit juste d'une victoire. Juste une victoire pour réenclencher une dynamique. Voilà, sur les 3-4 derniers matchs avant la trêve, notamment le match à Niort, où si on sort un peu du côté sensationnel de la fin de match, on ne doit jamais perdre ce match, et 9 fois sur 10, on ramène les 3 points, ou on ramène au moins un point. Et si tu prends voilà, les 3-4 derniers matchs, où on se crée très peu d'occasions, mais on avait retrouvé quand même une certaine solidité. Et je crois que au final, on est 16e avec à peine 17 buts encaissés, et que vu notre solidité défensive et vu qu'on concède dans un match, il suffit juste d'une étincelle devant, il suffit juste d'une victoire référence et ça va repartir. Voilà, c'est juste ça. Et du coup, je sais pas si je suis trop optimiste, mais je pense pas qu'on jouera le maintien. Après, je pense pas qu'on jouera la montée non plus. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on est un peu dans ce faux discours de début de saison où on se dit on va jouer la montée. Et du coup, on y a tous cru un peu. On a voulu y croire sans forcément avoir les moyens de le faire. Et voilà, et comme tu dis, on est certainement dans une année de transition, mais voilà, il faut mettre les choses au clair dès le début. Il faut le dire, quoi. Il faut dire, ok, c'est une année de transition encore. Il faut encore perdre certains salaires de Ligue 1. Il faut encore perdre certains joueurs faut laisser partir certains joueurs qui n'ont plus rien à faire au club. Et puis voilà, repartir avec du 109, on l'espère l'année prochaine, quoi. Maxime, avant qu'on enchaîne sur Laval, juste. Moi, j'allais justement vous spoiler le titre du prochain débrief, voilà, dans le chat. Voilà. Voilà, exactement, la renaissance, moi, j'espère. J'espère le but contre Laval. Voilà. Ouais, exactement. Moi, je suis assez optimiste. Peut-être que je serai pas optimiste très longtemps après le début du match contre Laval. Mais bon, on croise les doigts quand même. J'espère qu'on repartira de zéro, en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, il y a beaucoup d'espoir. Peut-être qu'on va retrouver aussi un effectif au complet. Bon, encore quelques absents, mais peut-être ils seront bientôt de retour. Ouais, j'ai un bon espoir quand même de repartir de zéro. Aussi au stade, quand on est au stade, voilà, on en avait tous marre. La trêve nous avait tous fait du bien. Là, on revient au stade avec un peu plus d'espoir, un peu plus d'envie, nous aussi, en tant que supporters. Et j'espère que ça va bien se passer, quoi, qu'on va enfin revivre des émotions, comme disait Thomas. J'espère aussi. Justement, j'espère qu'on va les revivre dès ce match contre Laval. On va en parler de cette rencontre contre Laval. On va parler rapidement de l'adversaire parce que mine de rien, on se dit ouais, on va faire une émission courte, mais là, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on fait que parler de Dijon. On va parler de l'adversaire, le Stade Lavallois, qui va se présenter à Dijon avec pas mal d'absences et surtout son joueur phare, Julien Maggiotti, qui malheureusement pour lui s'est blessé au bon moment pour Dijon, juste avant la trêve internationale, et qui s'est fait les ligaments croisés, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, ça va être c'est fin de saison pour lui, et c'est adieu au meilleur joueur du Stade Lavallois cette saison, qui était sans doute aussi le meilleur joueur de Ligue 2, sans exagérer, depuis le début de la saison. Des coups francs vraiment super bien tirés, des buts clutch vraiment dans des matchs pour gagner des points. Non, c'est vraiment une superstar, et ça va jouer en faveur de Dijon, le fait qu'il y ait cette absence-là. Alors, l'avantage pour Laval, c'est qu'Olivier Frappoli, l'entraîneur des Mayennais, il a eu le temps de préparer justement cette absence. Il a eu le temps de réfléchir aux différentes options. On pourrait l'avoir eu au téléphone. Des matchs Julien. Ouais, justement, pour l'avoir eu au téléphone, il cherche un remplaçant forcément
pas du même profil parce qu'ils le trouveront pas certainement, mais déjà à l'intérieur de l'effectif, il y a des chances que ce soit Ferraoui, un ancien joueur de 7 qui est arrivé l'an Très dernier. bon joueur, d'ailleurs. Très bon joueur. Qui est un bon joueur, milieu de terrain un peu polyvalent, qui a plus joué milieu défensif, voire relayeur, mais qui a clairement... C'est un 10, hein. C'est un 10 en vrai. Hein. Ouais, je sais, à 7, il jouait 10, et clairement, il a la possibilité de prendre ce poste-là, un peu plus devant. D'ailleurs, je pense que c'est clairement ce qui lui était destiné, et il était un peu son remplaçant tout désigné, même si Laval va chercher un remplaçant, ce sera certainement pas avant le match contre Dijon. Donc voilà, on va voir ce qui va se produire. Mais Laval, c'est une très belle équipe. Hein. C'est une équipe qui va de l'avant, qui a réussi à être plus pragmatique aussi, à prendre des points dans des matchs à l'extérieur, même à domicile, quand c'était plus compliqué. Je pense à ce match gagné contre le Paris FC, ou match nul contre le Paris FC, je crois, à l'extérieur. Mais surtout, cette victoire contre Valenciennes, alors que Laval évoluait à 9. Et ils ont évolué à 9 pendant demi-temps, pendant une mi-temps entière quasiment. Donc c'était absolument fou ce qu'ils ont fait, les Lavallois. Et ils ont du cœur, ils ont récupéré une bonne assise défensive, quelque chose qu'ils n'avaient pas en début de saison. Ils prenaient beaucoup trop de buts, tout en réussissant à marquer un but par match à peu près en moyenne. D'ailleurs, je crois que c'est la 3e ou 4e attaque ex-aequo de Ligue 2. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même pas rien. Ils ont des dangers à peu près permanents. T'as Zakaria Naidji qui est vraiment talentueux sur le front de l'attaque, même sans Maggiotti, ils peuvent faire du mal. Il y a comment il s'appelle, Durban, Geoffrey Durban, l'autre attaquant qui a peu marqué, mais qui est vraiment une menace pour le coup, qui accapare beaucoup l'attention des défenseurs parce qu'il sait bien jouer de haut but, parce qu'il a un physique qui est quand même impressionnant et qui pose pas mal de problèmes. Voilà, et puis t'as des joueurs audacieux, t'as des joueurs qui tentent leur chance, et parfois ça passe, parfois ça passe pas, mais pour un promu, c'est une très belle équipe, et je pense qu'il va surtout pas falloir les prendre à la légère. De toute façon, ils sont au-dessus de Dijon au classement, et c'est pas pour rien. Ils sont quoi? Ils sont 10e, 11e. Donc c'est vraiment pas pour rien. Laval, une très belle équipe, et c'est une équipe qui fait du jeu. On a même contre des équipes comme Grenoble, contre qui en général on s'embête un petit peu. D'ailleurs, Dijon a fait 0-0 là-bas. Mais à Grenoble, ils ont fait un match qui a terminé sur un 3-2, alors qu'il y a eu 3 buts pour Grenoble dans les 10 premières minutes. Enfin, on s'ennuie jamais avec les matchs de Laval, et c'est ça qui est intéressant. Peut-être que justement, pour lancer la dynamique, c'est peut-être l'adversaire idéal pour Dijon, justement une équipe qui joue un peu décomplexée, un petit peu, voilà, qui laisse l'espace au jeu tout simplement, et contre l'équipe de Mardaf qui aime bien évoluer surtout en contre, et qui est un peu plus en difficulté quand elle doit avoir la possession du ballon. Et ben, je pense que ça peut être un adversaire intéressant à jouer pour la reprise. Qu'est-ce que tu en penses, Maxime? Jouer les promus, c'est jamais surtout pour Dijon, c'est jamais gage de réussite. Non, moi je voulais juste dire qu'il y a un match qui m'avait un peu choqué, c'était leur victoire 4-0 contre Caen à domicile. Mérité en plus, hein. Ils ont déroulé vraiment, il y a eu un but de Durban, Sana, là je suis en train de regarder la feuille de match pour voir un peu quel joueur serait le plus dangereux. J'ai cru que tu connaissais par cœur. Hein. Durban, Adeoti, Jordan Adeoti, Oui, Jordan Adeoti. encore au football. Mais il est même pas si vieux que ça, et puis il fait des bons matchs en plus. Bon, il est remplaçant, mais oui, il fait des bons matchs. Et on avait fait un match assez horrible contre Annecy, et c'est ça qui me fait peur, les matchs contre les promus comme ça. Ouais, défaite 2-0, c'était en pleine semaine, je crois, le 30 août contre Annecy. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu les opposés. Hein. C'est Annecy et Laval. L'an dernier, c'était pas le cas, mais cette année, Annecy, c'est vraiment une équipe qui compte sur sa solidité défensive et qui nous a fait mal d'ailleurs en contre-attaque, qui a battu Guingamp 4-0 chez eux. On ne sait pas comment ils ont fait, mais Bon, voilà, un match qui s'est débuté en fin de match. Voilà. c'est pas le même profil d'adversaire après. C'est clair. Ouais. Bon, les gars, j'ai une stat absolument exceptionnelle. C'est que on reste sur 5 victoires consécutives contre Laval à domicile en Ligue 2. Depuis combien de temps? C'est ça la question. Et on reste sur 5 victoires consécutives sans prendre le moindre but, et on n'a jamais encaissé de but à domicile contre Laval en Ligue 2. Jamais Dans l'histoire de Dijon en Ligue 2, on n'a jamais pris de but contre Laval. Alors, je fais un petit rappel, la dernière fois qu'on les a joués à domicile, c'était en 2015-2016, année de la montée. Non mais les gars, année de la montée, victoire 2-0.
Victoire 2-0 où je me souviens qu'ils avaient joué à 10 une bonne partie du match. Je crois que Christopher Julien avait marqué. On les a battus en 2014-2015 1-0. Tu te souviens ou tu lis juste sur C'est quoi sur match en direct? Est-ce que tu lis mes résultats sur match en direct ou est-ce que tu te rappelles bien du match Le dernier match contre Laval, je m'en rappelle très bien. Oui, on avait fait une série avec. C'était en début de saison et on était sur 6 victoires de suite avec Olivier Dalloglio et on les avait battus 2-0. D'accord, ok. Et après, bon, ça, voilà, il y a eu des victoires 1-0, 1-0, 2-0. La dernière fois que Laval a pris un point à Dijon, c'était en 2009-2010 et c'était 0-0. Et avant ça, on les avait battus 1-0 aussi en 2005-2006. Et la première confrontation en Ligue 2, c'était en 2004-2005, 0-0. Donc Laval n'a jamais marqué à Gaston Gérard. Super, super stat que tu nous trouves là. Je pense qu'il va falloir inspirer les joueurs et justement leur rappeler On ça. a pas en bête nord en vrai. Hein. C'est deux têtes. Mais on les a pas joués depuis 6 ans, 7 ans. Donc, Oui, c'est ça. C'est ça. Après, c'est parce qu'on était en Ligue 1 aussi. C'était parce qu'on était en Ligue 1. Et qu'eux, ils sont descendus national aussi. J'entends C'est vrai. la feuille de match de ce match-là là, de 2015. Moi, je triche, hein. Je fais pas de tête comme Thomas. En face, il y avait un arrière droit marocain qu'on aime bien. Côté Laval, Oui, C'est vrai. Fouad Chafik, Fouad. qui était là avec son numéro 26. Il y avait Goncalves, on dit Goncalves ou Gonçalves, Gonçalves. qui était déjà là. Et entre-temps, je crois qu'il est passé par Strasbourg. Ouais, c'est ça. Et par Caen, il est revenu. Caen. Ouais, c'est ça. Il est revenu à Laval. Mm. Et donc, il sera là, je pense, lundi contre Dijon. C'est un bon joueur, hein. Gonçalves, il fait un bon début de saison. Et il joue piston. Il joue piston à gauche ou à droite, je sais plus. C'est un joueur d'expérience. Ouais, c'est ça. C'est un bon joueur, mais alors justement pour ce poste-là, il y a des chances que il ait plus les mêmes jambes qu'au début du match. Si on arrive à le faire courir, si on arrive à insister sur les ailes. Continue Maxime, excuse-moi de t'avoir. Et côté Dijon, il y avait déjà Baptiste Renet et Jordan Marié. Et il y a aussi une petite particularité, c'est un peu à l'instant nostalgie, il y avait 5 remplaçants en Ligue 2. Et je crois que ça a apporté plus d'enjeux que maintenant, je crois qu'il y a 7 remplaçants. Donc tu avais le gardien plus 4 joueurs de champ. Et tu n'avais pas trop le choix. Et ça t'obligeait à vraiment faire des bons choix et puis jouer avec un effectif réduit. Et moi, je pense que ce serait bien de revenir un jour à ce système-là. Est-ce que pour pousser la nostalgie au bout, est-ce qu'on ne donnerait pas la dernière compo du DFCO contre Laval en 2015-2016, histoire de pleurer un bon coup? Vas-y, je l'ai. Alors, t'as René dans les buts. Je sais pas si c'est pleurer de joie ou de tristesse. T'as Quentin Bernard Non. qui est arrière gauche. Christopher Julien avec Varro en défense centrale. Abdoulaye Bamba, attends, je l'adore. Arrière droit. Amalfitano, Marié, Gastien, le trio magique au milieu de terrain. En attaque, Samaritano, Tavares, Jérémy Bella. Oh là Ah là, là là. ça fait rêver. Johan Et Rivière sur le banc. sur le banc, c'est ça, Johan Rivière qui était entré en jeu, Arnaud Souquet et Mamadou Thiam qui joue en Roumanie maintenant, à Cluj. Steven Paul, qui était défenseur qui n'est pas entré. Et le gardien, c'est le gardien de Guingamp aujourd'hui, c'est Enzo Basilio. Magnifique. Sacrée équipe. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, ça fait. Ça met une petite poussière dans l'œil. Je t'avoue que C'est les émotions. souvenir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, là, tu parles de l'équipe de Dijon de l'époque. Moi, maintenant, j'irai parler de l'équipe de Dijon maintenant, mais juste avant, faire un petit point sur l'équipe probable de Laval pour cette réception. Le 26, je vous rappelle, juste après Noël. Hein. Donc, abusez pas trop de la bûche et n'oubliez pas de vous lever le 26 pour aller au boulot et aller au match de Dijon à 21h. Hein, c'est ça, Maxime? Ouais, c'est ça, 21h. Et le DFCO communique un peu là-dessus. Il y a un feu d'artifice après le match, donc on espère que ce sera après une victoire. Hein. Oui, et pas comme contre Nancy l'an dernier. On a célébré une belle défaite à domicile pour la DER de la saison 2021-2022. Et puis, d'ailleurs, au passage, chose un peu incroyable, mais il risque de faire 10-12 degrés un 26 décembre. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'avais vu la date du match, je me suis dit, on va clairement se retrouver avec des couvertures à Gaston Gérard, mais en vrai, pas du tout. Hein. Vous pouvez venir torse nu et profiter du spectacle. Ouais, c'est ça, il faut venir, surtout que ça va être un match agréable contre une équipe agréable, je pense. Je vais vous dire tout de suite l'équipe probable qu'on devrait voir contre Dijon, même si Laval n'a pas communiqué sur la composition qui était alignée
dans son dernier match amical contre Angers aujourd'hui, qui a été perdu 2-1 sur le fil. La compo probable, ça va être Sauvage dans les buts. Il devrait y avoir Tavares, Baudry et Gonçalves, Brian Gonçalves dans la défense. Anthony Gonçalves qui devrait être piston droit, avec Ferraoui, Sana et Roy les trois milieux axiaux. Sédou qui devrait être le piston gauche. Et Naïdji Durban en attaque, ça devrait être ça à peu près, sauf s'il y a des blessures dont je ne suis pas au courant, mais voilà, c'est à peu près l'équipe type de Laval avec qui devra faire sans Julien Maggiotti, son joueur clé. Et du côté de Dijon, qu'est-ce qu'on anticipe, les gars? Moi, j'imagine que déjà, on aura le retour de René dans les cages, il devrait être prêt, contrairement au match contre Grenoble. On devrait avoir du Traoré et du Fofana sur les deux côtés avec Koulibaly et Congré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ou Zargo Touré? Zargo Touré, m'étonnerait que Zargo soit Touré, remis de sa blessure. il a joué contre Nantes, non? Il n'a pas joué contre Nantes, Zargo Touré. Je pense. Ah, ok. Non. C'est pour ça. Il y a que Koulibaly et Congré qui ont joué. Même Bencha n'a pas joué contre Nantes. Donc je pense que ce sera eux deux les défenseurs centraux. Est-ce qu'on tenterait pas une défense à 5 avec Alain Vie piston gauche? Voilà. Je sais pas ce qu'a travaillé Omar Daf, mais moi je le tenterai pas. Maxime? Non, moi je tenterai jamais une défense. Déjà, j'aime pas ce système-là. Et en plus de ça, avec Omar Daf, non, c'est bon. Non, c'est bon. On va essayer d'éviter les innovations comme ça et peut-être rester sur un truc classique, peut-être un 4-2-3-1. Si c'est le cas, moi j'imagine bien. Allez, je pense que ce sera Do et Ndong qui auront la préférence d'Omar Daf au milieu de terrain, ou alors Do et Thioune, Ndong et Thioune. Mais je pense plutôt à Do et Ndong qui ont été deux des joueurs qui ont le plus joué d'ailleurs contre Nantes, qui ont l'air le plus affûtés et qui ont engrangé le plus de temps de jeu. Dans ce seul match amical de l'hiver. Je rappelle que la plupart des équipes de Ligue 2, dont Laval, ont joué 3 matchs, voire 4 pour certaines, et Dijon ce sera une seule, donc je pense qu'il va y avoir un déficit. Sur le plan athlétique, pour les Dijonnais, c'est un peu ce qui faisait la force du club en début de saison, et là ça va être une vraie problématique. Chad qui dit Thioune, le mec est 0. Ouais. Je sais pas, en tout cas on a du mal à l'exploiter en ce début de saison. Et après, qu'est-ce qu'on voit pour les 4 devant? Là, pour le coup, il y a pas mal de joueurs qui sont... 10. Tu penses? Ouais, j'espère. Tu penses à qui? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit Chandé Silva en 10, j'espère. Ouais, ok. Après, ouais, c'est vrai que sur les côtés, là, je sais pas. Ah, Maxime, une idée de qui tu préfères en tant qu'ailier pour ce match-là? Moi, j'aimerais bien revoir Walid Nassi sur cette deuxième partie de saison. Alors, je sais pas si pour ce match-là, il va jouer, avoir du temps de jeu et pouvoir montrer ce dont il est capable. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il perce sur cette seconde partie de saison, Nassi. Et je sais pas, peut-être se retenter Chaouna, Nassi Chaouna. C'est très ambitieux, hein, mon pari. Chaouna Nassi, et puis qui en pointe? Sûrement le Bihan, j'imagine. Ouais, le Bihan. Vous partez sur le Bihan. partais du principe que le Bihan était titulaire. Ouais, pareil pour Thomas. Pareil. Après, je pense que clairement, ce sera Soumaré sur le côté droit. Et il y a un joueur dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, c'est Valentin Jacob. Et on l'a complètement... Il a pas joué dans le match amical. On l'a complètement oublié. Il a pas joué le match amical, mais il était blessé ou... Je pense qu'il était blessé, effectivement. Ok, donc... Portugal au moins ou pas? Oui, j'ai pas de... Il y était, ok. Je crois, hein, mais en tout cas, il a j'ai un doute là. En tout cas, il n'a pas joué le match. Est-ce qu'il était convoqué dans le groupe pour Clermont? Je pense que oui. Attends. Je vérifie sur le deuxième. On va vérifier avant de rendre l'antenne parce que là, le deuxième site principal de l'actualité du DFCO, qui est dfco.fr. Je vous dis si je vois une info. Chad qui dit Nassi gros potentiel, moi aussi je le trouve intéressant et je pense qu'il a une grosse marge de progression surtout parce que la capacité d'élimination il l'a, il fait des bons appels, il sent le foot, il est enthousiaste et à partir du moment où il arrivera à mettre des ballons au fond des filets, là ça va être un vrai bon joueur de Ligue 2 je pense. Mais l'an dernier quand il jouait au Stade Briochin, première partie de saison, il avait du potentiel, il faisait quelques entrées etc. Mais en n'ayant pas du tout de finition. Et c'est vraiment en deuxième partie de saison où il a explosé, où il a commencé à marquer 1 ou 2 buts, à faire des passes et à être titulaire sur la plupart des matchs. Et ça correspondait à une très bonne période en plus de résultats pour le Stade Briochin. Donc je pense que voilà, il s'est servi de ces 6 mois là pour s'adapter et je suis sûr et certain qu'il va faire une grosse deuxième partie de saison.
J'espère pour lui. Maxime, des nouvelles? Je crois que... Je le vois pas sur les photos au Portugal en tout cas. D'accord, mais en tout cas, je crois que dans l'oreillette, on me glisse que Jacob était présent quand même dans le groupe pour aller jouer à Clermont avant que le Ah match si, amical ne soit annulé. si, si, c'est bon, je le vois là sur les photos au Portugal. Ouais. Attends, non, non, c'est pas Portugal, ça c'est Santabo. Ah oui, d'accord, Saint-Apo, c'est pas le Portugal exactement, ouais, ouais. Non, je me disais, Pas la même température. ils sont très très habillés les joueurs. Ouais, bon, en tout cas, il est sur les terrains, sur les photos d'entraînement. Voilà, donc il n'y a pas de raison que Jacob ne soit pas dans le groupe, à moins qu'il donne pas satisfaction, hein. On a vu Omar Daf l'écarter déjà pour certains matchs, mais je pense qu'il n'aura pas la préférence du coach, surtout qu'il n'a pas joué du tout le seul match amical du mois de décembre. Je pense qu'effectivement, on partira plutôt sur un Soumaré qui a beaucoup joué, même si franchement, il m'a pas impressionné. Si jamais on a besoin d'un numéro 10, ou Chandé Silva, qui pour le coup mérite justement peut-être de jouer un peu plus dans le cœur du jeu plutôt qu'être isolé sur une aile. Thomas, c'est ce que tu voulais dire? C'est ce que j'espère, oui, c'est ce que j'espère parce que, comme dirait Omar Da Fonseca, le dribble c'est le sourire du talent et clairement Chandé Silva a beaucoup de talent et c'est le seul joueur de l'effectif capable de faire des différences devant par le dribble. Donc on a besoin qu'il soit dans le cœur du jeu, un peu comme Naïm Sliti à l'ancienne. Ouais, ça c'est beau ce que tu viens de dire. Je pense qu'on va arrêter l'émission ici sur cette belle citation de Marda Fonseca. Espérons que Omar Daf, tout court, s'en inspire. Voilà, dès la reprise contre Laval. N'oubliez pas, match le 26 décembre à 21h à Gaston Gérard. Voilà, pour un petit Boxing Day. Comment ils l'ont appelé la LFP, la Celebration Week? Voilà, c'est un peu. Voilà, c'est Pas le ton d'accent, pas mal. c'est un petit peu les lubies de la LFP plutôt que de dire voilà, le, le Boxing Day ou alors trouver un nom bien français. Bon, voilà, il a fallu innover en anglais. Voilà, j'espère que vous serez présents nombreux. J'espère qu'on va voir un beau spectacle. Si vous n'y êtes pas, si vous n'êtes pas au match ou si vous ne le voyez pas à la télé, même d'ailleurs si vous le voyez, rendez-vous dès le mardi matin où on publiera sur le dijonshow.fr le débrief de la rencontre, voilà, qui sera en ligne dès qu'on le peut. Normalement, pour tremper les croissants dans le café, ou peut-être manger les restes de bûche. Voilà, il devrait être disponible dès le mardi matin. J'espère qu'on va voir du beau spectacle. Et puis, merci beaucoup, Maxime, Thomas, de m'avoir accompagné. Merci à tous d'avoir été aussi actifs dans le chat, d'avoir échangé avec nous et d'avoir quand même montré votre amour pour ce club, même s'il il ne l'a pas beaucoup rendu ces derniers mois. On espère vivre de des jours meilleurs, tout simplement, des plus belles prestations dans les semaines à venir. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne émission avec nous. On va essayer alors, ouais, on pourrait parler de l'actu des féminines. Maxime, est-ce que tu veux en parler rapidement avant qu'on rende l'antenne? Je pense que ça mérite effectivement d'en toucher un mot. J'avais pas prévu ça dans mon planning, mais vas-y, je peux te laisser. Non, j'avais peux pas te laisser lancer. j'avais pas prévu ça non plus et honnêtement, c'est pas un sujet que je maîtrise très bien parce que j'ai vu très peu de matchs de l'équipe féminine cette saison, mais les résultats, parlent pour eux. C'est, l'entraîneur, ouais, Christophe Forest, qui a quitté le DFCO donc, le 16 décembre. C'était annoncé officiellement le 16 décembre sur le site du DFCO. On n'a pas d'infos, peut-être que j'ai loupé quelque chose sur, le bien public. En tout cas, je pense que ce sera le bien public Non, qu'en parlera t'as rien loupé. s'il y a un nom qui ressort ou quoi. Voilà, donc c'est une nouvelle qui est quand même très importante. Là, on a pris énormément de buts sur les derniers matchs. Encore un revers contre Reims qui est assez honteux. Pourtant, il y avait l'appui du public pour une fois. Il y avait le groupe de supporters Lingus Boys qui était présent au stade pour ce match-là. Et c'était d'ailleurs très apprécié par les joueuses, j'ai l'impression. À la fin du match, on les a vues, elles sont allées les remercier et tout. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même du potentiel pour cette équipe féminine. Ouais, il y a un nouveau terrain. Bon, il n'est pas forcément accessible parce qu'il est très très loin. Il est au centre d'entraînement. Les matchs se jouent là-bas. Bon, voilà, il y a quand même des bonnes conditions de jeu malgré tout. Et il y a quelque chose à faire. Voilà, c'est une équipe qui se structure. Où il y a quand même un nouveau directeur sportif, même si c'est pas vraiment son intitulé de poste. On voit que Olivier Delcourt, il met quand même les moyens pour avoir une belle équipe féminine. Et bon, bah, c'est malheureux de devoir se séparer de ce coach-là, mais c'est peut-être quelque chose qu'il fallait faire pour pouvoir espérer avoir des meilleurs résultats en seconde partie de saison et ne pas risquer la descente parce qu'on est vraiment tout proche de la zone rouge, si on n'y est pas déjà.
Je pense surtout que j'ai rien contre eux, hein, j'ai rien contre Monsieur Forest, hein, bien sûr, mais je pense que surtout que c'est mérité par rapport à ce qui a été montré. Autant l'an dernier, on peut quand même dire qu'il avait peu de moyens offensifs, il avait peu de solutions à sa disposition, et que même si on a fait une très 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 mauvaise série à partir du départ d'Oparanosier, euh, qui était vraiment la seule vraie attaquante et la seule bonne joueuse de il y a plusieurs autres bonnes joueuses, mais je veux dire, c'était la seule vraiment qui avait montré le niveau des 1 féminines. Ils C'est n'avaient ça, plus et grand-chose après à se mettre sous la dent. Et là, cette saison, tu as quand même un autre matériel, tu as des internationales, tu as des jeunes joueuses intéressantes, voilà, qui sont venues de Strasbourg ou alors prêtées par le PSG. Et malgré tout, tu es quand même assez fébrile, assez frileux. Et en plus, sur ces derniers matchs, tu prends des 4-0, des 5-0, tout ça. Donc, ouais, c'est pas c'est peu le de temps. le dire, hein, on est la pire attaque et la pire défense à la fois. On est Voilà. 9e sur 12, ouais, 6 buts marqués et 32 encaissés. On se fait balader par des Rodez, par des Le Havre. Voilà, 6 buts marqués en 11 matchs quand même, c'est chaud, hein. c'est inquiétant. Après, c'est globalement une habitude avec le DFCO féminin. Depuis 2-3 ans, on n'est pas réputé pour notre attaque. Mais on avait quand même une certaine tendance à être solide et à délivrer des copies plus que correctes dans les gros matchs. Et c'est la première année où vraiment on dégoupille derrière, où on s'est pris 8 buts contre l'OL. Un mois, vraiment. Ça fait qu'un mois, en fait. Hein. Ouais, ça fait un mois où tu sens que les joueuses ont lâché. Peut-être que justement ça va faire du bien aux têtes de changer de coach et peut-être d'avoir une approche un peu plus, comment dire, un peu plus offensive, parce que je pense que Christophe Forest avait basé son équipe sur surtout une base défensive solide. On l'a vu jouer à 5 contre le PSG. Voilà, c'était un peu son projet de jeu et là, aujourd'hui, je pense que les joueuses ont besoin, parce que clairement, il y a des profils techniques devant cette année, et il y a besoin de jouer au ballon, il y a besoin d'essayer de mettre un, voire 2 buts de plus que l'adversaire, et pas de jouer le nul en espérant marquer sur un coup du sort. Et clairement, ce début de saison du DFCO féminin, j'ai vu quelques matchs. J'avais beaucoup aimé la prestation contre Bordeaux en début de saison à Gaston Gérard, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde au stade. Il y a quand même du potentiel dans cette équipe. Et je pense qu'il y a beaucoup de disparités en D1 Arkema entre les 4-5 premiers et le reste de la poule. Donc c'est normal de voir de temps en temps des grosses défaites, des grosses désillusions, mais voilà, c'est vrai que les matchs contre Reims, contre Le Havre, c'est des matchs où jamais de la vie on doit prendre 5-0 ou 5-1. Enfin, bref, on espère des beaux jours au DFCO féminin, parce que c'est des joueuses qui méritent d'être d'être en D1, qui méritent de jouer au haut niveau, et c'est des joueuses qui ont pas forcément le quotidien de star que peuvent avoir les joueurs du DFCO masculin. Il y en a certaines qui gagnent pas forcément leur vie en jouant au DFCO, qui doivent travailler à côté. Donc c'est vraiment un monde à part. Et je pense que les Lingons ont donné une superbe image au dernier match en allant les encourager. Et j'espère que ce sera amené à être fait plus souvent, si c'est possible, bien sûr. Et j'espère que les filles vont remonter rapidement au classement, ou tout simplement juste se maintenir et prendre du plaisir sur le terrain. En tout cas, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Voilà. Mais en tout cas, merci pour votre avis d'expert. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce sujet-là. On vous invite à aller voir justement les matchs du DFCO féminin, même si c'est assez peu accessible, comme on le disait. C'est un peu dommage. La tribune est petite aussi. Mais voilà, il faut aller les encourager, il faut aller leur donner de la voix pour elles, parce qu'elles le méritent, effectivement. Et puis pas oublier non plus de le faire pour les hommes. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison non plus. Et ça va être dès le retour du championnat. Est-ce qu'elles ont un match DFCO féminin? Non, elles sont en vacances, là. Elles sont en trêve, là, non Attends, je regarde en même temps, mais je crois qu'il n'y a pas de match avant quelques temps, là. Ah, c'est ça. Elles sont dans une sorte de trêve, là. Ouais, j'arrive pas à avoir accès, mais attends, je vais te dire. DFCO féminin. Elles vont pas jouer vendredi. Le prochain match. Ah, je crois qu'il y a peut-être de la Coupe de France féminine. Oui, c'est ça, il y a de la Coupe de France féminine. Elles reprennent le 8 à Saint-Vit en Coupe de France. Donc j'espère une victoire pour relancer un peu la confiance. Et puis après, déplacement à Bordeaux le 14 et match contre Guingamp le 21. Donc un match très important contre Guingamp. Guingamp, c'est le match à gagner, quoi. C'est vraiment le match à gagner.
Et si tu gagnes ce match contre Guingamp et qu'après tu gagnes Rodez, Soyo, je pense que tu seras bien, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de victoires à prendre en Non, c'est B1S. clair. Il y a tellement d'écart entre les pires équipes et les meilleures que ouais, il y a quelques victoires contre les concurrents directs et ça le fait. Voilà, bah, en tout cas, on va suivre ça avec attention. On fera sûrement quelques débriefs et on interviewera quelques joueuses, surtout peut-être quand ça ira mieux, où elles seront un peu plus disposées à parler de l'équipe. On ne veut pas non plus les mettre dans l'embarras, mais voilà. Peut-être un article à venir sur le Dijon Show dans le courant janvier ou février pour faire le point avec elles. Et puis voilà, on suivra tout ça avec attention. Merci les gars de m'avoir accompagné ce soir. Merci à toi. Bah, merci d'avoir animé cette émission. Merci Enguerrand à la technique, on sait qu'il écoute, on sait qu'il est présent, même s'il était voilà. Il n'est pas encore mort. Bravo, il nous parle en plus, magnifique. Il est vivant. Mais il voilà, va pas tarder. T'arrives au bon moment, ben voilà. Merci à toi pour avoir géré la technique du live. Ouais, et merci à le chat, vous étiez quand même assez nombreux aussi à interagir. Et pour ceux qui ne nous écoutent pas, mais bon, bah, ça sert à rien de leur parler. Non, je veux juste dire, voilà, on va essayer de remettre si vous venez d'arriver, voilà. Si vous venez d'arriver, l'émission, on va la mettre sur les plateformes d'écoute comme la dernière fois. Donc sur Spotify, ça avait bien marché. Sur Deezer aussi, ça avait mis un petit peu de temps, mais on avait réussi à le faire. Et sur les autres, je crois que Apple Podcast, ça n'avait pas marché, mais on va retenter, voilà. Mais écoute, merci Maxime pour ce point très complet. On va essayer aussi de donner ce rendez-vous assez régulièrement, surtout maintenant que le championnat a repris un maximum tous les mois, on va dire, voilà, sur une base mensuelle, peut-être tous les 21 si on y arrive à se tenir. Voilà, on vous donnera des nouvelles. Restez connectés sur les réseaux, surtout sur Twitter, c'est là qu'on communique le plus directement avec vous. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée, de très bonnes fêtes bien sûr, et à très bientôt sur le Dijon Show TV et le dijonShow.fr. Salut tout le monde.